Tu es micro-entrepreneur ou entrepreneur individuel, mais tu te demandes si ce statut est toujours pertinent pour toi et si tu passais à l'étape suivante en créant ta première société. Aujourd'hui, je te présente 5 raisons principales qui, une fois que tu les connaîtras, pourraient te convaincre de franchir le pas. Et si tu as des questions sur ton statut ou ton projet entrepreneurial, sache qu'en tant qu'avocat d'affaires, je suis là pour t'aider. Tu peux m'envoyer un email ou réserver un créneau téléphonique. Alors tu es prêt à faire évoluer ton business? C'est parti! Dans une entreprise individuelle, contrairement à une société, la possibilité de ventiler tes charges est très réduite. Mais déjà, petit aparté, qu'est-ce qu'on entend par le terme charge? Dans notre cas, on vise 3 types de charges qui sont d'une part les charges professionnelles, donc ce sont toutes les charges nécessaires à l'exploitation de ton activité. Il y a aussi les charges sociales qui sont les charges que tu vas devoir payer à l'URSSAF en contrepartie de ton assurance maladie, assurance vieillesse, etc., etc. Et enfin, les charges fiscales que tu devras payer aux impôts. Ok, alors une fois qu'on a dit ça, en quoi la maîtrise des charges est plus limitée en entreprise individuelle qu'en société? En micro-entreprise, tes charges professionnelles ne sont pas déductibles du tout. À la place, on applique un abattement forfaitaire entre 34% et 71% selon ton activité. Cet abattement est parfois avantageux, mais il peut aussi devenir désavantageux dès lors que ton montant de charge excède le montant de l'abattement forfaitaire. Dans ce cas, eh bien, le surplus de charge sera perdu et tu ne pourras donc pas le déduire de ton chiffre d'affaires. Maintenant, dans le cas d'une entreprise individuelle classique soumise à l'impôt sur le revenu, eh bien, adieu l'abattement forfaitaire et bonne nouvelle, les charges professionnelles seront intégralement déductibles de ton chiffre d'affaires. Mais attention, il y a un gros point noir, parce que dans une entreprise individuelle classique, la loi ne distingue pas le bénéfice de ton revenu professionnel. Donc cela veut dire que tout ton bénéfice sera soumis aux charges sociales, environ 45%, et puis ensuite à l'impôt sur le revenu qui, dans ses tranches supérieures, peut être de 41%, voire de 45%. Bon, j'ai pas besoin de te faire un dessin, hein, mais retiens seulement que ça peut revenir à très 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 cher. Contrairement à l'entreprise individuelle, grâce aux bénéfices de la société, à la rémunération du dirigeant et aux dividendes, on va pouvoir optimiser, répartir et ventiler les différents niveaux de charges sociales et fiscales. Et pour illustrer mes propos, on va prendre l'exemple d'une SASU où l'associé unique Pierre en est aussi le président, donc le dirigeant. Ici, le bénéfice sera réalisé par la SASU, pas par Pierre. On ne soumet donc pas ce bénéfice aux charges sociales ou à l'impôt sur le revenu de Pierre, contrairement à ce qui est fait en entreprise individuelle. En revanche, le bénéfice de la SASU subira un impôt sur les sociétés de 15% jusqu'à 42 500 € et 25% au-delà, mais c'est toujours mieux que les tranches supérieures du barème progressif de l'impôt sur le revenu, donc 41%, voire 45%. Et il est important de noter que pour déterminer le bénéfice imposable de la société, on va en fait soustraire du chiffre d'affaires de la société toutes ces charges déductibles. Or, bonne nouvelle, la rémunération de Pierre en tant que président de la SASU est une charge déductible. Donc, plus sa rémunération est importante, moins le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés sera lui important. C'est le premier levier de ventilation dont je voulais te parler. En revanche, la rémunération de Pierre, elle sera bien soumise aux charges sociales et à l'impôt sur le revenu. Donc plus on augmente la rémunération de Pierre pour faire baisser le bénéfice imposable de la société, et plus on se rapproche de la situation de l'entrepreneur individuel qui subit une taxation d'office sur l'ensemble de ses bénéfices, ce qu'on ne veut surtout pas. Et pour éviter ces charges trop importantes sur la rémunération de Pierre, eh bien on va activer les dividendes comme deuxième levier de ventilation des charges dans la société. Les dividendes, c'est le bénéfice distribuable annuellement à Pierre en sa qualité d'associé unique de la SASU. Leurs distributions sont en principe soumises à un taux d'imposition fixe de 30% et elles ne subissent aucune charge sociale, sauf en EURL ou en SARL. Et si Pierre souhaite que le bénéfice distribuable, eh bien, il reste dans la société, dans ce cas, il ne fera pas de distribution et il n'y aura donc pas d'imposition. Tout l'enjeu sera ainsi de trouver une répartition optimisée entre imposition du bénéfice, imposition de la rémunération du dirigeant et imposition des dividendes, et aussi choisir la forme sociale adaptée pour ce faire. Et contrairement à ce qui peut être vendu sur Internet, eh bien il n'y a pas de solution préfaite, et c'est seulement au cas par cas que la stratégie de ventilation des charges, elle doit être réalisée. Et maintenant, en poussant le bouchon un peu plus loin, on va voir que la création d'une holding offre des possibilités supplémentaires d'optimisation fiscale, notamment sur les dividendes et les plus-values. Alors, en entreprise individuelle, tu exerces ton activité en nom propre. Donc, impossible de constituer un groupe de sociétés qui t'appartiendrait et qui, comme tu vas le voir, pourrait t'offrir pas mal d'avantages fiscaux. Mais avant toute chose, c'est quoi une
holding. En droit anglais, on utilise souvent le verbe to hold au sens de détenir et notamment to hold shares, donc détenir des actions. Et en fait, une holding, c'est aussi simple que ça. C'est tout simplement une société détenue par le chef d'entreprise qui va elle-même détenir les actions d'une ou plusieurs autres sociétés, appelées ses subsidiaries, c'est-à-dire ses filiales. Ok, maintenant qu'on sait ça, quels sont les avantages fiscaux à créer une holding et un groupe de sociétés? Eh bien, contrairement à d'autres pays européens, en la matière, en France, nous sommes particulièrement bien lotis en termes d'avantages fiscaux. Ces avantages, il y en a 4 principaux. Le régime mère-fille, l'intégration fiscale, le report d'imposition et l'application du régime des titres de participation. Bon, pour t'éviter une petite syncope, je vais te montrer aujourd'hui seulement les bénéfices du régime mère-fille. On verra les autres avantages fiscaux par la suite, c'est promis. Il faut juste être un peu patient. I can't wait. Et en attendant, tu peux évidemment t'abonner à mon compte pour ne rien rater de mes prochains contenus. Ok, alors si je reprends mon exemple avec Pierre, le régime mère-fille est un dispositif avantageux qui va permettre, en interposant une holding entre Pierre et sa SASU, de faire remonter les dividendes de la SASU à la holding en quasi-franchise d'impôt. Ce qui va permettre ensuite à la holding de réinvestir ces sommes sans avoir subi le coût de la fiscalité personnelle de Pierre, donc la flat tax de 30%. T'es un peu perdu là? Bon, ok, juste parce que c'est toi, on va revoir ça dans un exemple imagé. Ok, alors sans régime mère-fille, comment ça se passe? Eh bien, Pierre détient 100% de sa SASU, qui est soumise à l'IS. Donc, quand la SASU fait une distribution de dividendes, mettons, de 10 000 euros, on enlèvera une flat tax de 30%, donc Pierre récupérera après impôt seulement 7 000 euros. Donc avec le régime mère-fille, qu'est-ce qu'on va faire? Donc comme j'ai dit, on va interposer une holding entre la SASU et Pierre, de sorte que quand la SASU va faire une distribution de dividendes, elle ne les fera plus à Pierre, mais à sa holding, si la holding détient 100% des titres de la SASU. Et dans ce cas-là, en fait, la loi te dit que, comme on reste dans une logique de groupe des sociétés, on ne va pas appliquer la flat tax de 30% entre la SASU et la holding. On va seulement appliquer en fait l'impôt sur les sociétés de la holding, mettons à 25%, sur 5% des dividendes versés. On appelle ça une quote-part de frais et charges. Donc, si on fait 25% d'IS fois 5%, ça fait un taux d'imposition à 1,25%. De sorte que, après paiement de l'impôt, eh bien, la holding récupère 9 875 euros en lieu et place des 7 000 euros que Pierre aurait perçu lui directement sans le régime mère-fille. Et alors en quoi est-ce que ce régime mère-fille peut être tout à fait avantageux? C'est qu'elle offre une capacité de réinvestissement beaucoup plus important à la holding que à Pierre directement. Effectivement, on le voit ici, hein, sans régime mère-fille, Pierre a donc seulement 7 000 euros à réinvestir, qu'il pourra par exemple réinvestir dans une SCI, donc s'il veut faire de l'investissement immobilier, tandis qu'avec le régime mère-fille, eh bien, c'est pas Pierre qui réinvestit directement, mais sa holding qui peut réinvestir jusqu'à 9 875 euros directement dans une SCI à l'IS. Donc là, j'ai mis que 10 000 euros de dividendes, hein, mais on voit bien que si, par exemple, on a un gros dividende à se verser de 100 000 euros, eh bien, il y a une énorme différence hein, entre les deux. Donc directement, vous percevriez 70 000 euros, et par le biais d'une holding, vous récupériez quasiment 100 000 euros. Donc c'est une différence de presque 30 000 euros. Et si vous avez une holding qui détient plusieurs sociétés qui toutes distribuent du dividende, bah, vous vous rendez compte qu'à la fin des fins, vous allez pouvoir faire énormément d'économies d'impôts, si tant est évidemment que ce soit la holding qui réinvestisse dans le groupe de sociétés, avec des nouvelles sociétés, en faisant du cash pooling pour d'autres boîtes, etc., etc. Ok, alors maintenant qu'on a commencé sur les sujets d'optimisation fiscale grâce à la création de sociétés, eh bien je vais t'en présenter un autre sans plus tarder. Alors, en tant qu'entrepreneur individuel, est-ce que tu savais que ton entreprise, elle était valorisable? C'est ce qu'on appelle le fonds de commerce. Et le fonds de commerce, il est constitué de quoi? Eh bien, il est constitué de ta clientèle, du droit au bail, des équipements, des droits de propriété intellectuelle, etc., etc. Et la technique d'optimisation fiscale dont je veux te parler, eh bien, c'est qu'en constituant une société, tu vas créer une personne distincte de toi-même à qui tu pourras vendre, en fait, ton fonds de commerce. Tu pourras faire ainsi une sorte d'owner buyout, c'est-à-dire un rachat à toi-même, qui est une technique
très souvent employés dans le monde du capital investissement. Donc, en vendant ton fonds de commerce à ta société, eh bien, tu vas pouvoir récupérer de l'argent en nom propre et la société pourra de son côté déduire du bénéfice imposable les intérêts d'emprunt qu'elle aura contractés. Et alors encore mieux, si tu ne veux pas verser des intérêts d'emprunt à une banque mais que tu préfères t'en verser à toi-même, ce qui me semble tout à fait honorable d'ailleurs, eh bien, il suffira que tu inscrives le montant du prix du fonds de commerce en compte courant d'associé que la société te remboursera progressivement. Tu agis donc dans ce cas directement comme un prêteur et à nouveau, la société pourra déduire les intérêts d'emprunt qu'elle te paiera à toi cette fois-ci. Ok, alors tu vas me dire, oui mais attends, mon fonds de commerce quand je l'ai créé, il valait quasiment rien. Si demain, mettons que je le revende 300 000 euros, il n'y a pas un impôt sur les plus-values qui va venir me taper sur les doigts? Ce à quoi je te répondrai, bravo, tu as tout à fait raison et c'est un très bon réflexe d'avoir ça en tête. Toutes les plus-values sont normalement imposables. Mais là où je vais peut-être t'apprendre quelque chose, c'est que si ta société rachète ton fonds de commerce qui a une petite valeur, eh bien la loi prévoit des exonérations sur les plus-values réalisées. C'est notamment le cas si ton chiffre d'affaires est inférieur à un certain montant, ou que la valeur du fonds de commerce ne dépasse pas 500 000 euros, et que la société n'est pas détenue intégralement par toi et que tu n'en as pas le contrôle, et que tu n'es pas non plus dirigeante de cette société. Donc tu vois, il n'y a pas besoin d'être un mastodonte ou s'appeler Apple ou Starbucks pour faire de l'optimisation fiscale dès le premier jour de la création de ta société. À l'image de nos amis les fourmis ou les abeilles qui ne pourraient pas prospérer et se développer seuls dans la nature, l'entrepreneur individuel, bien que seul maître à bord, pourrait, après un certain temps, se sentir extrêmement limité ou cloisonné. Et c'est là que l'union fait la force, parce qu'en intégrant dans ton projet des associés, tu vas pouvoir t'entourer de personnes motivées autour d'un projet fédérateur et vous bénéficierez ensemble de nouvelles expertises, de ressources humaines accrues et de prises de décision bien plus éclairées. Or, qui dit associé dit création de société. Exercer en société permettra donc de partager les rôles, d'augmenter vos moyens financiers via des levées de fonds et de développer votre activité et de croître plus rapidement. Bien sûr, certains entrepreneurs individuels redoutent, en s'associant, de perdre en autonomie ou de perdre leur capacité d'initiative, ce qui est en réalité une fausse croyance. Il existe en effet mille et une techniques pour pouvoir maintenir ton pouvoir initial, même en présence d'autres associés. Je pense par exemple à des actions à droit de vote double pour les uns, ou des actions sans droit de vote pour les autres. Je penserai aussi à faire un pacte d'associés avec des clauses d'éviction, des droits de veto, des répartitions claires des pouvoirs et des responsabilités de chacun, des clauses de prévention des conflits, des clauses d'exit, etc., etc. Donc tu vois, t'associer ne doit pas te faire peur plus que ça. Tout est aménageable et tout peut être réglé dans les moindres détails. Enfin, cinquième point, en créant ta société, tu vas pouvoir diversifier et faciliter le financement de ton activité. Contrairement à l'entrepreneur individuel dont le financement est souvent restreint aux prêts bancaires, en créant une société, le financement de ton activité pour son accroissement devient plus accessible, plus diversifié et plus facile. Je vais te citer 5 exemples. Donc il y a notamment le compte courant d'associé dont on a parlé pour la cession de ton fonds de commerce. En tant qu'associé, tu vas pouvoir prêter de l'argent ou faire des avances à ta propre société avec des intérêts déductibles, réduisant ainsi ton bénéfice imposable. Pour ce qui est du prêt bancaire, eh bien, il est plus avantageux et plus facile à obtenir qu'en entreprise individuelle parce que la banque peut prendre des garanties plus solides sur les actifs de ta société. Il y a aussi la levée de fonds qui permettent des augmentations de capital en échange de prise de participation minoritaire. Il y a 3 types d'investisseurs. Il y a notamment le love money, donc c'est le cercle proche. Il y a les business angels, qui sont les entrepreneurs aguerris. Et puis il y a enfin les VC, donc les venture capital, donc tout ce qui est fonds d'investissement. Il y a aussi le cash pooling qui sont des prêts intra-groupes entre holding et filiales avec des intérêts à nouveau déductibles. Enfin, cinquième exemple de financement, c'est l'introduction en bourse. Donc là, tu vas venir ouvrir le capital de ta société au public pour un financement massif. À nouveau, comme on le voit, consolider ton activité autour d'une société ouvre un panel et un éventail de financement bien plus adapté et bien plus large pour tes ambitions de croissance. En conclusion, merci à toi d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo. J'espère à nouveau t'avoir apporté de la valeur. Et si tu veux soutenir mon travail ou que tu as des commentaires ou des questions, n'hésite pas à me le faire savoir et n'hésite pas aussi à liker, partager et à t'abonner à mon compte. À la prochaine, salut!